Un millionnaire trouva une jeune femme inconsciente dans le parc et la ramena dans sa demeure. Lorsqu'elle se réveilla, tout le monde fut sous le choc. « Mademoiselle, réveillez-vous. Vous m'entendez? S'il vous plaît? Non. Ramenez-moi là-bas. » La voix de Julian West tremblait d'urgence alors qu'il s'agenouillait près de la femme immobile, étendue sur l'herbe humide. Son souffle n'était plus que de faibles et courtes inspirations. Sa peau était pâle et ses mains glacées. Sans réfléchir, il détacha l'écharpe de son cou et la plaça doucement autour de ses épaules, puis il retira son manteau et en couvrit avec précaution son corps tremblant. Julian n'était pas du genre à errer dans les parcs de la ville après la tombée de la nuit, mais ce soir-là était différent. Après une inspection de site imprévue sur une propriété éloignée qu'il envisageait pour un nouveau complexe éco-responsable, il avait décidé de marcher pour évacuer le poids de la journée avant de retourner à son Penthouse. Il avait bâti son empire à partir de rien, West Global Hospitality, un nom synonyme de luxe et de précision. Mais cette nuit-là, le destin l'avait mené à un endroit où toute sa richesse n'avait plus d'importance. Elle avait presque disparu dans l'ombre, à peine une silhouette en bordure du chemin, comme une feuille morte. C'est l'instinct qui l'avait fait s'arrêter. Quelque chose dans l'immobilité de son corps ne ressemblait pas au repos, mais à l'abandon. « Tout ira bien », murmura-t-il en la soulevant doucement dans ses bras. Elle était légère comme une plume, sa tête reposant contre son épaule, des mèches de cheveux mouillés collées à sa joue. Ses lèvres bougèrent de nouveau, à peine audibles. « Ne les laissez pas me trouver. » L'amtoira de Julien s'aserra. Il ne savait pas qui il était, mais la peur dans sa voix était indéniable. Lorsqu'il arriva à sa propriété, le personnel se précipita à ses côtés, les yeux écarquillés, mais il leur fit signe de s'éloigner. « Chambre d'amis. Appelez le docteur Masson. Dites-lui que c'est urgent, mais discret. » Le manoir était silencieux, son calme immaculé habituel perturbé par la présence d'une étrangère. Julian la porta lui-même dans l'escalier de marbre et la déposa sur le lit d'amis. Elle murmura doucement dans son sommeil, s'agitant légèrement sous la couverture qu'il avait bordée autour d'elle. Le docteur Masson arriva en 20 minutes. Il l'examina avec une précision clinique, vérifiant les fractures, les traumatismes crâniens, les infections et l'état de choc. Julian se tenait sur le seuil, les bras croisés, les yeux fixés sur sa forme fragile. Elle est épuisée, déshydratée et contusionnée, mais rien qui ne mette sa vie en danger, rapporta le médecin. Elle a besoin de nourriture, de chaleur et de repos. Possiblement un traumatisme, une légère amnésie ou un choc émotionnel. Je recommanderais de la garder au calme, hydratée et sous observation pendant les prochaines 24 heures. Merci, je vais m'occuper d'elle, dit Julian, puis il retourna à son chevet une fois le médecin parti. La pièce était faiblement éclairée, jetant des ombres douces sur son expression paisible. Elle paraissait jeune, peut-être dans la mi-vingtaine. Il y avait quelque chose d'indéniablement délicat en elle, mais aussi quelque chose de caché. Son corps portait de légères marques, des ecchymoses estompées, de vieilles cicatrices, signes de quelqu'un qui avait survécu à bien plus qu'une nuit froide. Alors que Julian rajustait la couverture sur ses épaules, quelque chose attira son attention. Une forme indistincte juste sous la naissance de ses cheveux, à l'arrière de son cou. Il se pencha de plus près. C'était un petit tatouage, subtil, stylisé. Le souffle de Julian se coupa. Il reconnut le symbole. C'était une variante, déguisée mais distincte, du logo utilisé par le Caldwell Travel Group, l'un de ses plus féroces concurrents dans l'industrie, un rival dont les opérations dans les pays émergents avaient été critiquées pour des pratiques de travail contraires à l'éthique et qui avait, plus d'une fois, tenté de saper les projets de Julian par des méthodes douteuses. Quelles étaient les chances qu'une femme portant ce symbole exact, fuyant clairement quelque chose ou quelqu'un, se retrouve inconsciente juste devant chez lui? Coïncidence? Un coup monté? Un piège? Ou juste une âme brisée qui avait besoin d'aide? Julian s'assit dans le fauteuil en face, les coudes sur les genoux, les mains jointes devant sa bouche. Il n'était pas un homme facilement ébranlable, mais ce soir-là, quelque chose avait fissuré l'armure qu'il avait mis des années à construire. Il la regarda de nouveau. Le va-et-vient de sa poitrine était lent et régulier maintenant, paisible. Elle était en sécurité ici, pour l'instant. Mais qui était-elle? Et à quelle tempête venait-elle d'échapper? Alors que la première lueur de l'aube filtrait à travers les rideaux, Julian restait assis, observant la femme qui avait, sans un mot, bouleversé tout ce qu'il pensait savoir sur le contrôle, la prudence et le hasard.
Il ne connaissait pas encore son nom, mais il le connaîtrait. Et qu'elle apporte le chaos ou la guérison, une chose était déjà certaine. Leur vie ne serait plus jamais les mêmes. L'odeur du linge frais et de la lavande emplissait la pièce silencieuse, tandis que la lumière matinale filtrait doucement à travers les rideaux de couleur crème. Eva s'agita sous la couette moelleuse, ses paupières s'entr'ouvrant. Pendant un long moment, elle fixa le plafond orné, désorientée par son élégance inconnue. Le silence était épais, rompu seulement par le doux tic-tac de l'horloge murale antique. Elle essaya de s'asseoir, grimaçant légèrement à cause de la douleur dans son corps. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. Julien entra, impeccablement vêtu d'un costume gris ardoise sans cravate, son expression illisible mais calme. « Vous êtes réveillé ?» dit-il doucement en posant un plateau sur la table de chevet. « De l'eau et quelque chose de léger à manger. » Eva lui adressa un faible signe de tête, sa voix rauque. « Merci. » Il s'assit sur la chaise en face d'elle, ses yeux fixes. « Pouvez-vous me dire votre nom ?» Il y eut une pause, puis « Eva. Just Eva. » Elle hésita. « Pour l'instant. Elle n'insiste pas. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé ?» Eva secoua lentement la tête. « Des bribes. Je me souviens avoir couru, une voiture, un homme qui criait, puis le froid. » Julien l'étudia, mais il n'y avait plus de peur dans son regard maintenant, seulement de l'épuisement. Elle semblait trop fatiguée pour mentir, ou peut-être trop brisée pour faire semblant. « Vous étiez dans le parc, près de ma propriété, inconsciente, blessée. Je vous ai amené ici et j'ai fait venir un médecin pour vous examiner. Vous êtes en sécurité. Pourquoi aideriez-vous une étrangère ?» Sa réponse fut simple. « Parce que vous aviez besoin d'aide. » Elle tourna légèrement la tête, évitant son regard. « Vous ne savez même pas si je suis dangereuse. » « Je continue d'observer, » dit-il, mais il n'y avait aucune malice dans son ton, juste de l'honnêteté. Au cours des jours suivants, Eva resta dans la suite d'invités, reprenant des forces avec du repos et de petits repas. Elle parlait peu, mais toujours poliment. Le personnel de maison s'attacha rapidement à elle. Madame Glynn, la gouvernante de longue date, commença à lui apporter des fleurs fraîches. Le chef, Matteo, lui préparait des soupes spéciales et lui apprit à plier des raviolis dans la cuisine. Julien observait de loin. Elle n'était pas exigeante et ne montrait aucun signe de duplicité. Pas d'appel, pas de mets, aucune trace de manipulation. Elle aidait aux tâches ménagères simples, empruntait des livres à la bibliothèque et passait des heures à écrire tranquillement son journal dans le solarium. Pourtant, quelque chose le dérangeait. Le 4e jour, il la trouva dans le jardin avec Madame Glynn, en train de rempoter des herbes. Cette scène le fit s'arrêter. Ses cheveux étaient attachés lâchement en arrière, les manches retroussées jusqu'aux coudes, de la terre sur les mains, le soleil réchauffant ses joues. Elle semblait être à sa place. Mais l'appartenance n'effaçait pas les questions. Plus tard dans la soirée, Eva passa devant son bureau. Il leva les yeux de son ordinateur portable, l'apercevant du coin de l'œil. Alors qu'elle se tournait, ses cheveux bougèrent, et c'est là qu'il le revit. Cette marque. Il s'éleva brusquement. « Eva !» Elle se figea. « Oui ? Votre cou. Puis-je voir quelque chose ?» Confuse, elle se tourna légèrement, écartant ses cheveux. C'était là. Un tatouage délicat, ancré juste sous la naissance des cheveux. Subtil, mais familier. Les yeux de Julien se rétrécirent. « Où avez-vous eu ça ?» Eva porta instinctivement la main à son cou. « Je ne me souviens pas. » Pourquoi ? Il se dirigea vers une étagère, sortit un classeur et l'ouvrit à une page découpée d'un journal de l'industrie du voyage. Sur la page, un logo, stylisé et corporatif, qu'il ne connaissait que trop bien. Il provenait de Harmony Trail, un programme de tourisme dit humanitaire sous l'égide de Caldwell Global, le plus féroce rival de Julien dans le monde du voyage de luxe. En surface, il était présenté comme un moyen de mettre en relation des voyageurs privilégiés avec des communautés défavorisées. Mais Julien avait percé la façade, il y a des années. Ses enquêtes privées avaient révélé des pratiques d'exploitation masquées derrière des volontaires souriants et des séances de photos. Des enfants surmenés, des habitants non payés, des histoires aseptisées pour les donateurs. Il regarda Eva. Ce symbole, il provient d'un de leurs projets pilotes en Asie du Sud-Est. Le visage d'Eva devint pâle. « Je ne savais pas. Vous avez dit que vous ne vous souveniez pas. »« Je ne me souviens pas, dit-elle d'une petite voix. Mais peut-être que j'ai fait du bénévolat.
Je ne sais pas pourquoi il est là. Je sais juste que je le déteste. Pourquoi? Ses mains tremblaient. Parce qu'à chaque fois que je le vois, j'ai honte. Les mots le frappèrent plus fort qu'il ne s'y attendait. Julien hocha lentement la tête, l'air chargé d'incertitude. Il voulait lui faire confiance. Il voulait croire qu'elle n'était pas un pion, qu'elle n'était pas une autre marionnette envoyée par Jason Caldwell pour infiltrer et saboter ses opérations. Mais comment le pouvait-il? La marque de son ennemi était gravée sur sa peau. Il ne dit rien de plus cette nuit-là. Eva s'excusa discrètement, se retirant dans sa chambre, et Julien, seul dans son bureau, fixa le symbole dans le classeur puis le couloir vide. La question qui le hantait n'était plus seulement « Qui est-elle ?» mais « Pourquoi mon cœur veut-il la protéger alors que la logique me dit de la renvoyer ?» Julien ne pouvait pas dire quand cela avait commencé, quand Eva avait commencé à s'attarder dans ses pensées, ou quand sa présence silencieuse dans une pièce lui semblait être une force d'attraction. Peut-être était-ce sa façon de bouger, toujours douce, toujours présente, ou comment elle semblait écouter les gens comme si leurs mots comptaient. Même sans mémoire, elle se consacrait à chaque petit acte, aidant le jardinier à tailler les roses, riant avec le chef dans la cuisine, apprenant à plier la pâte avec des doigts maladroits et joyeux. Le personnel l'adorait. Julien observait de loin, plus attiré par elle qu'il ne voulait l'admettre. Mais quelque chose le retenait. Le tatouage, le lien avec Caldwell Global, le risque. Il ne pouvait pas se défaire de ses soupçons. Il contacta discrètement d'anciens contacts, d'ex-employés, des chefs de village, des réseaux humanitaires. Il se disait que ce n'était pas de la méfiance, c'était de la protection. Pour lui-même, pour elle. Eva n'en avait aucune idée. Elle continuait à vivre avec une détermination tranquille. Une fois, au dîner, elle parla d'avoir aidé un étranger au marché, sa voix s'éteignant comme si elle cherchait un souvenir qu'elle ne pouvait pas saisir. Julien ne dit rien, mais quelque chose dans la façon dont elle souriait à travers le brouillard ébréchait ses défenses. Pourtant, le doute persistait. Jusqu'à ce qu'un après-midi pluvieux, tout change. Eva était dans la serre, s'occupant des herbes, quand elle remarqua un mouvement de l'autre côté de la haie. Un homme, appareil photo à la main, pas du personnel, pas familier. Elle se figea, puis courut, non pas vers la maison, mais directement dans les bois. 1 heure plus tard, Madame Glynn appela Julien, affolée. Eva avait disparu. Il ne réfléchit pas, il courut. La tempête avait englouti le ciel. Il cria son nom encore et encore, trempé jusqu'aux os, le cœur battant la chamade. Au bord du lac, il la vit, assise sur un banc, petite et tremblante. « J'aurais dû savoir, » dit-elle, sans regarder. « Vous m'observiez, peut-être pas vous, mais quelqu'un que vous avez envoyé. » Julian resta silencieux. « Je devais en être sûr, » dit-il finalement. Elle laissa échapper un rire amer. « Sûr de quoi? Que je suis dangereuse. Que je mens? » Il ne répondit pas. « Je vous ai fait confiance, » murmura-t-elle, « mais les gens comme moi ne sont pas sauvés. On nous utilise, encore et encore. » Julian s'approcha. « Eva. »« Non, » dit-elle, la voix brisée. « Je ne sais même pas qui je suis. Mais pendant un moment, votre gentillesse m'a semblé réelle. Je me suis laissé croire que je la méritais, mais ce n'est pas le cas, et je ne peux pas être votre point d'interrogation. » Elle se tourna, les larmes se mêlant à la pluie. « Je ne veux pas vous faire de mal, mais je ne me laisserai plus faire de mal non plus. » Julien la regarda s'éloigner, la poitrine vide, et pour la première fois, il se demanda, avait-il peur du danger, ou avait-il peur de tomber amoureux? L'air matinal était vif, mais les pensées de Julien étaient tout sauf claires. Son contact à Singapour venait de lui envoyer la dernière pièce d'un puzzle qu'il aurait souhaité ne jamais avoir commencé à résoudre. Eva Wren, ancienne assistante de direction et chargée des relations publiques pour Jason Caldwell, PDG de Caldwell Global Travel, le rival le plus rusé de Julien dans le monde de l'hôtellerie de luxe. Sa présence dans des dizaines de communiqués de presse était passée inaperçue aux yeux des médias, présentée simplement comme faisant partie de la machine de relations publiques. Mais pour ceux qui savaient quoi chercher, son rôle avait été bien plus important. Elle était le visage humain de Harmony Trail, le même programme de tourisme bénévole éthique que Julien soupçonnait depuis longtemps d'être une façade pour l'exploitation. Eva avait accompagné Jason lors de visites de sites, était apparue dans des vidéos promotionnelles et avait écrit des articles de blog remplis d'un espoir soigneusement orchestré, jusqu'à ce que, très soudainement, elle disparaisse. Julien fixa l'image sur son écran, une photo d'Eva,
souriante mais fatiguée, debout à côté de Jason lors d'une cérémonie d'inauguration au Cambodge. Même alors, ses yeux racontaient une histoire qu'aucun titre n'avait capturée. Il se renversa sur sa chaise, respirant profondément. Tout cela prenait un sens troublant maintenant. La peur dans sa voix, son évitement des hôpitaux, le tatouage, la façon dont elle se figeait parfois au bruit soudain. Elle avait été au cœur de l'empire de Jason, et elle s'était enfuie. Un coup à la porte le tira de ses pensées. Madame Glynn jeta un coup d'œil. Elle est dans le jardin, monsieur. Julian descended lentement. Eva se tenait près des rosiers, touchant doucement un nouveau bourgeon. Elle leva les yeux vers lui et sourit, mais son sourire s'effaça rapidement quand elle vit l'expression de son visage. « Vous avez trouvé quelque chose ?» dit-elle doucement. Il hocha la tête. « Je sais qui vous êtes maintenant. » Eva baissa les yeux. « Alors vous savez probablement aussi pourquoi j'ai tant essayé d'oublier. » Il n'y avait aucune colère dans son ton, seulement de la douleur. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ?»« Parce que je ne voulais plus être cette fille, celle qui souriait à côté d'un monstre, qui l'aidait à vendre des mensonges. » Julian attended. Eva expira, tremblante. Au début, j'y croyais. Jason disait que nous construisions quelque chose de mieux. Je voulais tellement y croire. Mais ensuite, j'ai commencé à voir des choses. Les enfants qui travaillaient derrière la caméra, l'argent qui n'atteignait jamais les villages, les fonctionnaires locaux qui conduisaient soudainement de nouvelles voitures. Quand j'ai posé des questions, il m'a dit que j'étais naïve. Quand j'ai insisté, il est devenu cruel. Sa voix baissa. Il ne m'a jamais frappé, mais il n'en avait pas besoin. Les mots peuvent aussi vous emprisonner. Julian serra las poings. Et la clé USB? Elle hocha la tête. J'ai copié des fichiers, des emails, des contrats, des relevés de paiement. J'allais les donner à un journaliste, mais quelqu'un l'a prévenu. Je me suis enfui. Un silence s'étira entre eux. Tu as été courageuse de partir. Tu ne méritais rien de ce qui t'est arrivé. Je ne suis pas courageuse, dit-elle. Je suis juste fatiguée. Julian la regarda longuement. Tu n'es plus seule. Mais le destin fut cruel. Cet après-midi-là, la tempête éclata. Jason Caldwell lui-même apparut sur les médias nationaux, assis dans un bureau impeccablement éclairé, calme et calculateur. Avec un sourire mesuré, il aborda les rumeurs d'une ancienne employée disparue et d'un vol de données. Malheureusement, dit Jason avec aisance, Madame Eva Wren est une jeune femme perturbée. Elle a disparu il y a des mois avec des données confidentielles de l'entreprise, et maintenant elle refait surface, vivant commodément avec mon rival commercial, M. Julian West. Il marqua une pause, laissant l'insinuation faire son effet. Ne vous y trompez pas, ajouta-t-il. Ce n'est pas une coïncidence. C'est du sabotage d'entreprise. Les gros titres s'enflammèrent en quelques minutes. Caldwell accuse son rival d'héberger une espionne industrielle. Qui est Wren? Héroïne ou aqueuse? La mystérieuse femme de Julian West liée à un scandale. Le téléphone de Julian sonna sans arrêt. Agent de relations publiques, actionnaire, avocat, membre du conseil d'administration exigeait des explications. Le mode crise était activé. Eva regardait la scène se dérouler depuis le coin de la pièce, hébétée et pâle. « Je suis tellement désolée, murmura-t-elle. Je ne voulais pas vous entraîner là-dedans. » Julian s'approcha et lui prit doucement la main. « Tu ne m'as entraîné dans rien, » dit-il, sa voix basse et ferme. « Ce sont eux. » Elle le regarda, les yeux écarquillés d'incrédulité. « Jason ne me fait pas peur, » continua Julian. « Je l'ai affronté dans des salles de conseil pendant des années. Mais cette fois, ce n'est pas seulement une affaire. C'est personnel. La voix d'Eva S. brisa. Ils vont vous mettre en pièces pour me protéger. Julian Sarah S.A. Main plus Fort. Alors, qu'ils essaient. » Et à ce moment-là, pour la première fois depuis sa fuite, Eva n'eut plus l'impression de fuir. Les gros titres étaient impitoyables. De filles des RP à scandale des RP. Qui est vraiment Eva Wren? L'ex de Caldwell et la nouvelle flamme de West. Coïncidence ou conspiration d'entreprise? La femme entre deux empires. Les forums en ligne disséquaient sa vie, chaque photo archivée, chaque article de blog qu'elle avait jamais écrit pour Harmony-Trail. Son visage était placardé sur les bandeaux d'information. Disséquée par les animateurs de talk shows. La moitié la dépeignait comme une manipulatrice rusée, l'autre moitié comme une beauté tragique empêtrée dans un scandale. Et sur chaque photo qui faisait surface,
Elle ressemblait plus à un symbole qu'à un être humain. Eva cessa de les lire après le 3e jour. Mais même si elle éteignait les écrans, elle ne pouvait pas faire taire les chuchotements, les regards insistants lorsqu'elle essayait de faire ses courses, la subtile façon dont les conversations s'interrompaient lorsqu'elle entrait dans une pièce. Les messages vocaux de personnes qu'elle avait autrefois appelées amies, certains exprimant leur incrédulité, d'autres leur dégoût. Double face, arriviste, elle a probablement tout prévu depuis le début. La douleur était plus vive lorsqu'elle venait de personnes en qui elle avait autrefois eu confiance. Mais rien ne piquait autant que d'entendre les mots de la bouche du conseil d'administration de Julien. « Nous comprenons que votre vie personnelle vous appartient », dit un cadre, la voix tendue par une civilité forcée. Mais la marque, Julien, la marque doit rester impeccable. Votre relation avec Madame Reine compromet l'image publique de l'entreprise, ajouta un autre. Les investisseurs sont nerveux. Notre accord d'expansion en Asie du Sud-Est est déjà au point mort. Vous devez choisir, conclut sèchement le directeur financier. Soit vous vous distanciez publiquement de cette femme, soit nous faisons appel à une direction intérimaire. Julien ne parla pas. Il se leva simplement, boutonna sa veste et sortit sans un mot de plus. Cette nuit-là, Eva le trouva seul sur la terrasse, contemplant la ligne d'horizon de la ville. Ses mains étaient appuyées sur la balustrade, la mâchoire tendue. « Vous devriez me laisser partir, » dit-elle doucement derrière lui. Julien ne se retourna pas. « Je n'ai jamais voulu être un fardeau pour vous. » Maintenant, il se tourna. Son expression était illisible. « Tu n'es pas un fardeau. »« Je suis le chaos, » dit Eva. « Les gens me détestent. Ils détestent que je me sois enfui. Ils détestent que j'aie survécu. Ils pensent que je vous utilise. Et honnêtement, je ne sais même plus ce que je fais. » Julien s'approcha. « Alors laisse-moi te le rappeler. » Sa voix était calme, mais ses yeux brûlaient. « Tu m'as rappelé pourquoi j'ai commencé tout ça. Pourquoi j'ai construit mes hôtels près des villages locaux, et non par-dessus. Pourquoi j'ai dit non aux pots de vin, aux affaires faciles, à la façon de faire de Caldwell. » Il prit doucement ses mains. « Tu m'as rappelé ce que signifie se soucier, choisir ce qui est juste, même quand c'est difficile. Tu m'as rappelé que je suis plus qu'un nom sur un gratte-ciel. » Des larmes montèrent à ses yeux. « Julien. » Il lui caressa la joue avec son pouce. « Tu n'as pas besoin que je te protège. Mais j'ai besoin que tu me rappelles comment vivre avec un but. » Une semaine plus tard, au Gala humanitaire international à Genève, le monde regardait. Les appareils photos cliquaient. Les flashs crépitaient. Les chuchotements fusaient alors que Julien West entrait dans le grand hall, le bras autour d'Eva Reine. Elle portait une robe bleu nuit, simple et élégante. Sa posture était calme, bien que ses doigts tremblassent dans les siens. Ils étaient assis au premier rang. Le moment que tout le monde attendait arriva lorsque Julien monta sur le podium pour prononcer le discours d'ouverture. Il regarda la foule scintillante de cadres, de diplomates, de journalistes. « On m'a dit. » Commença-t-il, la voix claire, que ma présence ici ce soir pourrait nuire à cette organisation à cause de la femme que j'ai choisi d'amener avec moi. Il y eut un murmure. Il marqua une pause, puis continua. Eva Reine a autrefois fait partie d'une entreprise qui a trahi les valeurs mêmes que cette salle prétend célébrer. Mais lorsqu'elle a découvert la vérité, elle n'est pas restée silencieuse. Elle ne s'est pas détournée. Elle a renoncé aux privilèges, à la sécurité, à la carrière qu'elle avait bâtie, et elle l'a fait seule. Il la regarda. Ses yeux brillaient. Et puis moi, quelqu'un qui a passé ma vie à bâtir un empire autour d'idéaux, je me suis retrouvé trop effrayé pour me tenir à ses côtés. Le silence tomba dans la salle. « Eh bien, plus maintenant, » dit-il, la voix forte. « Elle n'a pas besoin de ma protection. Mais j'ai besoin de sa clarté. J'ai besoin de son courage. J'ai besoin qu'elle me rappelle que faire ce qui est juste n'est pas toujours sans danger, mais que cela en vaut toujours la peine. » Une pause. « Alors oui, » dit Julien en relevant le menton. « Je suis fier d'être ici avec elle. Et si cela offense la marque de qui que ce soit, alors vos valeurs n'ont jamais été réelles au départ. » Pendant un instant, la salle resta silencieuse. Puis vinrent les applaudissements. Lents au début, puis plus forts, jusqu'à ce qu'ils montent comme une vague. Julien descendit et retourna aux côtés d'Eva. Elle se leva à son approche, et il la prit dans ses bras, leur front se touchant au centre de cette salle aveuglante pleine de jugement. Et à cet instant, aucun d'eux ne se sentit jugé. Ils se sentirent libres. Le fichier ne pesait que 74 mégaoctets. Il aurait pu tenir sur n'importe quelle clé USB,
être téléchargé en quelques secondes, transmis à n'importe lequel des nombreux journalistes avec lesquels Eva avait autrefois travaillé. Et pourtant, son poids semblait bien plus lourd que son empreinte numérique. Car ce qu'il contenait, courriels, traces de paiement, rapports caritatifs manipulés, notes de service interne sur des programmes de volontariat falsifiés, n'étaient pas seulement des données. C'était la preuve de tout ce qu'elle avait autrefois cautionné. Et maintenant, cela deviendrait la chose contre laquelle elle se dresserait. Julien était assis à côté d'elle dans son bureau alors qu'elle effectuait le transfert crypté final vers le groupe international de surveillance de la presse et des affaires juridiques. Elle ne broncha pas, mais ses doigts planèrent sur le bouton d'envoi juste assez longtemps pour qu'il pose doucement sa main sur la sienne. « Tu n'es pas seul, dit-il doucement. Elle appuya sur envoyer. En quelques heures, la tempête médiatique reprit de plus belle. Mais cette fois, la foudre frappa dans la bonne direction. Une lanceuse d'alerte publie des données accablantes contre Caldwell Global. Une ancienne initiée expose l'exploitation dans l'empire du tourisme bénévole. Jason Caldwell, sous enquête formelle de la Commission internationale des droits du travail. Le sourire narquois de Jason Caldwell disparut des ondes. Il fut convoqué pour interrogatoire. Les investisseurs se retirèrent. Son équipe de relations publiques publia les habituelles déclarations creuses sur les examens de conformité et les erreurs imprévues. Mais le mal était fait. Le nom d'Eva n'était plus chuchoté comme un scandale. Il était crié comme un règlement de compte. Mais la vérité, comme le feu, ne brûlait pas seulement ses cibles. Les dommages collatéraux arrivèrent rapidement. En quelques jours, Julien apprit que 3 de ses partenaires d'investissement asiatiques se retiraient de leur co-entreprise. Pas publiquement, bien sûr. Ils invoquèrent des raisons de calendrier logistique et de conditions de marché. Mais ils connaissaient la vérité. Trop proche de la controverse, trop risqué, trop aligné avec une femme qui avait autrefois fait partie de la machine. La fidélité à la marque vacilla. Les actionnaires murmurèrent. Les conseillers de Julien essayèrent de présenter les choses sous un meilleur jour, de se concentrer sur les marchés occidentaux, de se rebaptiser en tant qu'alternative plus socialement consciente. Mais il savait que cela ne suffirait pas. Alors il prit la décision lui-même. Il démissionna de son poste de PDG, passa le relais à son directeur de l'exploitation de longue date, publia un unique communiqué de presse digne indiquant qu'il se recentrerait sur les initiatives locales et le tourisme communautaire. Et puis il quitta la ville avec Eva. Ils se retirèrent dans un endroit tranquille dans les montagnes où l'air sentait le pin et la brume, et où le seul bruit la nuit était le vent bruissant dans les arbres. C'était là que Julien avait construit sa première propriété, un écolodge rustique, avant que le succès ne fasse de lui un nom mondial. Il était resté vide pendant des années. Maintenant, il devenait leur refuge, leur nouveau départ. Ils vivaient simplement. Les matinées commençaient par un café préparé sur un réchaud à gaz, les après-midi étaient consacrés à la marche sur les sentiers forestiers, et les soirées se terminaient souvent blotties près du feu, à lire à haute voix ou à écouter la pluie. Pour la première fois depuis des années, Julien dormait profondément, et Eva rêvait sans peur. Mais la paix, même dans sa forme la plus douce, ne réduit jamais complètement au silence la douleur de ce qui a été perdu. Un soir, la pluie tomba plus fort que d'habitude, régulière, implacable. Le ciel était meurtri de nuages d'orage et l'air de la montagne devint vif. Eva se tenait sur le porche, enveloppée dans un pull trop grand pour elle, regardant la tempête déferler sur la vallée. Julien la rejoignit, ses pas silencieux. Pendant un moment, il ne dit rien, seulement le bruit de la pluie. Puis elle se tourna vers lui. « Si tu pouvais tout recommencer. » dit-elle, sa voix à peine plus forte que le vent, « si tu pouvais revenir avant de m'avoir trouvé dans ce parc, t'arrêterais-tu quand même ?» Il la regarda, ses yeux fixes. « Eva, je ne demande pas ça parce que je doute de toi, » dit-elle. « C'est juste que j'ai besoin de l'entendre, après tout, le scandale, le conseil d'administration, ton entreprise, tout ce que nous avons abandonné. Est-ce que ça en valait la peine ?» Julien tendit la main, repoussant ses cheveux humides derrière son oreille. « Si je pouvais tout revivre, dit-il lentement, je choisirais quand même de suivre ce même chemin. » Ses yeux brillèrent. « Même si le monde ne nous choisissait pas, murmura-t-elle. Il la prit dans ses bras. « Je te choisis, Eva, même si le monde ne le fait jamais. » Elle s'agrippa à sa chemise, enfouissant son visage contre sa poitrine alors que la pluie tombait plus fort, mais autour d'eux, c'était comme si le ciel lavait quelque chose.
Dans ce paisible chalet de montagne, dépouillé de titres, de scandales et de richesses, ils se tenaient non pas comme des symboles, non pas comme des sacrifices, mais simplement comme deux personnes qui s'étaient choisies quand c'était le plus difficile. Et cela rendait leur amour bien plus qu'un conte de fées. Cela le rendait réel. L'ancien chalet était devenu plus qu'une maison. Après s'être éloigné des projecteurs, Julien et Eva reconstruisirent non seulement l'espace, mais aussi sa vocation. Ce qui était autrefois le germe d'un empire de luxe devint le cœur de quelque chose de plus significatif. Ensemble, ils lancèrent un programme pour les femmes qui avaient survécu à des épreuves, veuves, mères célibataires et survivantes de violences. Beaucoup avaient autrefois travaillé invisiblement derrière les façades polissées du tourisme. Maintenant, elles apprenaient à diriger. Julien enseignait les bases du commerce, comment gérer les séjours des clients, concevoir des randonnées et nouer des partenariats éthiques. Mais c'est Eva qui donna son âme au programme. Elle se tenait devant chaque groupe, ne prétendant jamais être autre chose que quelqu'un qui avait autrefois été brisé. Avec honnêteté, elle partageait son parcours, depuis sa position aux côtés d'hommes puissants jusqu'à sa fuite de leurs ombres. « Je pensais que tout perdre me briserait », dit-elle un jour. Mais cela n'a fait que dépouiller ce qui n'avait jamais été réel. Ces mots éveillèrent quelque chose de profond chez ces femmes. Et au-delà du chalet, ces mémoires, la sortie discrète, trouvèrent un éditeur et une voix. Ce qui toucha le plus Eva, ce ne furent pas les ventes, mais les lettres. De femmes dans des refuges, de jeunes filles cachant des vérités, de personnes qui écrivaient simplement « Vous m'avez fait me sentir vue ». Julien la regardait s'épanouir. Plus forte, plus libre, plus radieuse que jamais. Et en la regardant, il réalisa qu'il ne l'aimait pas seulement, il l'admirait profondément. Ainsi, le matin du lancement officiel de leur programme, sous les pins et avec une bannière faite à la main flottant dans la brise, Julien s'avança. Une petite foule d'habitants et d'invités applaudit lorsqu'il prit le micro. « C'est dans ce chalet que j'ai autrefois appris à bâtir une entreprise, » dit-il. « Mais aujourd'hui, nous commençons à bâtir quelque chose de plus grand. » Une communauté, il marqua une pause. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Eva. « Et avant de commencer, je voudrais demander à quelqu'un de très important de me rejoindre ici. » Eva cligna des yeux, surprise, alors qu'il lui tendait la main. Elle s'avança, incertaine, son cœur battant déjà la chamade. Julien regarda le public, puis de nouveau Eva. Le jour où j'ai rencontré Eva, elle ressemblait à quelqu'un qui ne voulait pas être trouvé. Mais je me suis trouvé moi-même au moment où je l'ai trouvée. Il sortit une petite boîte de sa poche. Alors qu'il l'ouvrait, la lumière du soleil perça les nuages. « Je ne veux pas d'une marque ou d'un héritage, » dit-il doucement. « Je veux juste être l'homme qui marche à tes côtés, à travers tout ce que la vie nous apportera. » Il s'agenouilla. « Veux-tu m'épouser » Des larmes emplirent ses yeux. « Oui, » murmura-t-elle. Ils s'étreignirent alors que la foule éclatait, non seulement par amour, mais pour deux personnes qui avaient choisi de recommencer. Cette nuit-là, sous un ciel rempli d'étoiles, Eva reposa sa tête sur l'épaule de Julien. « Avais-tu tout prévu » demanda-t-elle. Il lui embrassa le front. « J'avais prévu une vie très différente, » murmura-t-il. « Mais ensuite, je t'ai trouvé. » Et dans ce silence, rien d'autre n'était nécessaire. Un an plus tard, le monde s'était adouci pour eux. Nichée entre d'imposantes falaises et une portion privée de littoral, se dressait une maison en bois artisanal, caressée par la brise marine et les fleurs sauvages. Autrefois simple vision dessinée au dos du carnet de Julien, elle était lentement devenue réalité. Un refuge non seulement pour les invités, mais aussi pour les cœurs en guérison. Ils l'appelèrent la maison du bois flotté, un mini-complexe de seulement 5 cabanes, chacune conçue avec soin, chacune offrant la paix, et non le luxe. Eva et Julien vivaient dans la maison principale, où le bruit de l'océan les accueillait chaque matin, et où les étoiles veillaient sur leur sommeil la nuit. Le ventre d'Eva s'était arrondi en une douce courbe de début de maternité. Elle se déplaçait avec cette lueur particulière, mi-paix, mi-anticipation, ses mains reposant souvent protectrices sur l'enfant qui grandissait en elle. Julien écrivait maintenant, non pas des plans d'affaires, mais des pages de réflexion et de vérité. Son manuscrit, durable par le cœur, était presque terminé. Il ne s'agissait pas de marge bénéficiaire ou de stratégie d'expansion. Il s'agissait de reconstruire l'âme d'une industrie qui avait oublié les gens qu'elle était censée servir. Il écrivait sur les villages oubliés après la disparition des saisons touristiques, sur les travailleurs sans voix,
et surtout, sur le moment où sa vie avait changé, non pas lorsqu'il avait conclu sa première affaire d'1 milliard de dollars, mais lorsqu'il avait trouvé Eva par une nuit pluvieuse, perdue et tremblante. Eva passait ses matinées dans le jardin d'herbes aromatiques et ses après-midi à répondre aux lettres des lecteurs de ses mémoires. Elle avait lancé un petit podcast, Voix entre les lignes, où elle interviewait des survivants d'abus émotionnels et professionnels, les aidant à réécrire leur récit. Elle ne se disait jamais guérisseuse, mais ceux qui l'écoutaient disaient souvent que sa voix en avait l'effet. La vie n'était plus rapide, elle était riche. Un après-midi pluvieux, alors que la marée commençait à monter, Eva était blottie sur la balancelle du porche avec une tasse de thé à la menthe fumante. Julien la rejoignit, une couverture jetée sur leurs 2 genoux. Ils ne parlèrent pas pendant un moment. La pluie était douce, comme une berceuse tapant sur le toit en bois. À l'intérieur de leur salon confortable, la cheminée crépitait. Sur le manteau de la cheminée se trouvait leur photo la plus chère, un cliché pris sur le vif par un membre du personnel, montrant Julien tenant Eva sous une tempête dans le jardin la nuit où elle avait failli partir. La pluie brouillait leurs contours, mais ce qui restait clair, c'était la force avec laquelle ils se tenaient l'un l'autre. Eva la regarda maintenant, un sourire mélancolique étirant ses lèvres. « J'avais l'habitude de penser, dit-elle lentement, que j'étais juste une voyageuse, une errante sans destination, quelqu'un qui n'appartenait à nulle part. » Julien se tourna vers elle. « Et j'étais un homme construisant des endroits où les autres pouvaient séjourner, sans jamais construire un endroit où reposait mon propre cœur. » Elle sourit, les yeux brillants. « Drôle, n'est-ce pas, comme nous pensions tous les 2 être perdus. Et pendant tout ce temps, murmura-t-il, nous marchions l'un vers l'autre. » Le vent se leva légèrement et Julien se leva. Il lui prit la main. « Viens avec moi, dit-il. » Elle haussa un sourcil, mais le suivit. Ils descendirent lentement le sentier de pierre, passèrent devant les cabanes, jusqu'à une nouvelle arche en bois qui surplombait la mer. Dessus, il y avait une pancarte sculptée à la main, l'endroit où nous sommes restés. En dessous, Julien avait placé un banc. Sur le dossier, gravé dans le bois, se trouvaient les mots « Trouvé sous la pluie, choisi dans le calme ». Eva le toucha, submergée par l'émotion. « C'est pour toi, » dit Julien doucement. « Pour nous. Pour chaque instant où nous avons choisi de rester, même quand le monde nous disait de fuir. » Elle s'assit et il la rejoignit. Ils regardèrent les vagues déferler, sentirent la douce embrun salé sur leur peau. Julien lui prit la main. « Quoi qu'il arrive, cet enfant, cette vie, aucune chose. Je ne vais nulle part. » Eva appuya sa tête sur son épaule. « Moi non plus. » Et c'est ainsi, sans grand geste ni gros titre, qu'ils eurent tout. Le monde n'avait pas besoin de les comprendre. Ils se comprenaient, et c'était suffisant. Alors que le soleil descendait bas, jetant de l'or sur les vagues, Julien embrassa la tempe d'Eva et murmura. « Nous n'avons pas commencé comme un conte de fées, mais je prendrai cette fin plutôt que n'importe quelle couronne ou château. » Eva leva les yeux vers lui et sourit. « Parce que c'est réel, dit-elle, parce que nous l'avons construit ensemble. » Et ensemble ils restèrent, doucement, farouchement, complètement. Enfin, ils étaient chez eux. Si cette histoire a remué quelque chose dans votre cœur, vous a fait croire à nouveau en l'amour qui guérit, aux secondes chances et au pouvoir tranquille de se choisir l'un l'autre, alors c'est exactement le genre d'histoire que nous aimons raconter. Julien et Eva n'ont pas commencé par la perfection. Ils ont commencé par la douleur, la méfiance, les cicatrices d'un passé qu'ils n'avaient jamais demandé. Mais ce qui a rendu leur histoire belle, ce n'est pas qu'elle ait été facile, c'est qu'elle ait été réelle. Si vous croyez en ce genre d'amour qui grandit à travers les tempêtes, en ce genre de courage qu'il faut pour rester quand tout vous dit de fuir, alors nous vous invitons à rester avec nous aussi. Abonnez-vous à Histoire qui touche l'âme pour d'autres voyages émouvants comme celui-ci. Des histoires de résilience, des histoires d'espoir, des histoires qui nous rappellent que nous ne sommes jamais vraiment perdus, nous sommes juste sur le chemin du retour. N'oubliez pas d'aimer, de partager et d'activer les notifications pour ne jamais manquer une histoire qui pourrait toucher votre âme. Jusqu'à la prochaine fois, restez bienveillants, restez courageux et continuez à croire en l'amour.